Il était une fois un vieux couple heureux, Mohammed Khairdin. Les salam alek interminables achevés, ils montèrent dans le petit salon, s'assirent l'un en face de l'autre et s'examinèrent un bon moment. « Tu n'as pas beaucoup changé, dit le vieux. Tu es toujours aussi jeune et peut-être, du côté des femmes, plus performant qu'un jeune. Mais comment as-tu fait pour venir, Radouane? Dis-moi, quelle mouche t'a piqué? Il y a bien 30 ans que je n'ai pas remis les pieds dans ce pays. Qu'y faire quand on n'y a plus personne, à part toi bien sûr. Je suis donc resté là-bas. Je suis français comme tous les autres. Marié, je paye des impôts et je vote. C'est démocratique. J'ai 3 enfants. L'un travaille avec moi dans l'agroalimentaire et les 2 autres exercent des professions libérales. Il y a un médecin et un avocat. C'est donc uniquement pour te revoir que je suis revenu. J'ai pris un billet d'avion comme un touriste et me voici. Mais j'ai fait expédier 2 cartons pleins de bricoles pour toi par le car qui fait Paris-Tiznit. Ici, j'ai loué une voiture. Je ne compte pas rester plus d'une semaine. C'est net et précis, dit le vieux. Eh bien, tu déjeuneras ici. Oui. Et tu resteras jusqu'à demain? Non, j'ai des rendez-vous à Agadir. Tu recevras les cartons ici même. Le chauffeur du car les apportera en personne. Ah, quel plaisir de te revoir, dit le vieux. Tu bois encore du thé, au moins? Bien sûr, mais je bois aussi du bon vin et de la bonne bière. À ce moment, la vieille épouse de Bouchaïb entra dans le salon. Tu reconnais notre visiteur? Lui demanda le vieux. Elle réfléchit un instant et dit: Non, vraiment, je ne le remets pas. Il y a tellement longtemps. Tu es tout excusé. C'est Radouane, notre ami de France. Maintenant, je le reconnais. Je n'aurais jamais pensé qu'il reviendrait. Sois donc le bienvenu, Radouane. Tu es de la famille. Je vais vous préparer du thé et des friandises. Il s'en alla, puis revint avec ses ustensiles habituels. Il s'installa assez loin des 2 hommes pour les laisser parler à l'aise, et il commença à préparer la boisson. Le chat renifla le visiteur, se frotta à sa jambe et retourna à l'oreiller qui était devenu sa litière. « Ah, toi par exemple, dit Radouane, tu es connu même à Paris. Il y a seulement quelques jours, une radio berbère a parlé de toi. C'est peut-être ce qui m'a déterminé à venir. L'animateur que je connais bien a donné un long extrait de ton épopée sur le sein. Il a réussi à se procurer ton livre. C'est un crack. Mais en as-tu, toi, de ces livres ici? Oui, je t'en donnerai 3. Il alla le chercher dans un coffre de bois peinturluré. Après les avoir feuilletés, Radouane s'exclama: Ce sont des œuvres d'art, mon vieux. À Paris, elles coûteraient une petite fortune. Qui a exécuté cette belle calligraphie? Un élève de la médersa, dit le vieux. C'est un virtuose, ce petit. Est-ce qu'on pourrait le voir? C'est facile. Comme poète, tu te poses un peu là, dit Radouane. Ce que tu fais est sublime. Merci, mon ami. Mais parlons d'autre chose. Tu liras le livre à tête reposée. Comment va la France? La France va de moins en moins bien. Les jeunes chôment, ils se droguent. Dial, c'est-à-dire qu'ils vendent de la drogue pour en avoir à consommer eux-mêmes, volent, agressent dans les magasins, les couloirs de métro, les bus. Quand la police tire sur l'un d'eux,
qui vient de faucher une voiture, ils sortent le soir, brûlent les pneus des autos, pillent les boutiques, les supermarchés, blessent les flics, et pendant ce temps, on les filme. Les images passent à la télévision. Ça fait peur aux Français moyens, qui, dès lors, votent pour l'extrême droite, le fascisme à la française, quoi. L'arabe est le suspect numéro 1. On lui refuse le visa d'entrée sur le territoire. On le refoule. On le place en rétention administrative quand il n'est pas en situation régulière. Un sans-papier est un sans-domicile fixe. Il risque gros à tout instant. Les crânes rasés tuent le maghrébin. Comme ça pour rire. C'est bête et c'est mortel. Personnellement, je suis loin de ces problèmes. Mais ce qui se passe est inquiétant. Et il y a encore des fous ici qui veulent aller en France. Ils devraient savoir qu'il n'y a pas de place pour eux dans le pays d'Europe. Mais qu'est-ce que tu peux faire comprendre à un ignorant, dit le vieux. J'ai pris mes précautions depuis longtemps. C'est pourquoi je me suis fait naturaliser quand c'était encore possible. Je suis un bon citoyen, respectueux des lois de la République. Et je ne vais pas provoquer de tapage folklorique là où il ne faudrait pas. Or, la plupart des Maghrébins immigrés sont de parfaits illettrés. Comme ceux-ci, dit le vieux. Ceux-ci sont entre eux. Ils n'emmerdent personne, c'est juste. La vieille femme les servit. La région a drôlement changé, dit Radouane. On se modernise par ici. Oui, mais c'est une modernité farfaronne, répondit le vieux. Une couche de peinture qui craque vite pour faire apparaître la vraie nature des choses. Les gens de chez nous sont irrespectueux de tout, sauf de l'argent. Un jour, ce village, cette vallée, ne seront plus qu'un désert. Ça sera triste pour ceux qui n'ont jamais rien eu, même un vêtement décent. La misère que tu as vue en France n'est pas celle d'ici. Notre misère en tenace. Elle s'accroche et se reproduit à grande vitesse, comme un microbe. La France, elle, a les capacités pour juguler la sienne, qui n'est après tout qu'un mauvais quart d'heure à passer. Et si ce sont des siècles de misère qui se sont ligués pour donner ce que nous voyons aujourd'hui, une misère incurable qui s'amplifie et mine les bases de la société qui la sécrète. Une société où seul le riche fait ce qu'il veut, va où il veut. La grande masse, il tourbillonne et bouillonne au fond d'un gouffre vertigineux. Oui, gare au vertige. Nous sommes au bord d'un gouffre monstrueux. En perdant la tradition, on a aussi perdu le respect de la femme et de l'enfant. Les filles se prostituent, les garçons aussi, et les enfants croupissent dans le caniveau. Mais il n'y a rien à faire, ce sont les mentalités qu'il faudrait changer. Ton analyse est juste. Si les mentalités ne changent pas, ça ne s'améliorera pas, dit Radouane. Mais passons à autre chose. Sachant que tes poèmes seront tôt ou tard mis sur cassette, je t'ai apporté un certain nombre de gadgets. Ça t'amusera. Tu as aussi ton thé préféré et du très bon tabac. Je dois t'en envoyer assez souvent car tu es un fumeur invétéré. Tu apprécieras donc ces mélanges raffinés. Mais possèdes-tu toujours un âne? Non. J'ai une mule. Un âne ne fait pas de vieux os ici. Le dernier que j'ai eu a été bouffé par les charognards il y a 3 ans, peut-être. Et si
Quand une bête crève, on jette sa carcasse aux fauves. J'ai donc une mule charmante qui ne demande qu'à sortir. Mais comme je suis indisponible, elle reste dans son réduit. Avant, j'allais au souk une fois par semaine. Maintenant, c'est tous les 3 mois. On trouve ce qu'on veut au magasin du village. Ce n'est plus comme autrefois. C'est une excellente chose, répondit Redouane. À cet instant, on entendit une série de coups de feu. C'est ce bandit de Ahmed qui chasse les perdreaux, dit le vieux. L'ancien tueur? Oui. Je lui ai demandé de m'apporter du gibier pour aujourd'hui. On a beau dire, c'est un homme remarquable. Je l'aime bien. Le vieux alla regarder par la fenêtre, puis il revint s'asseoir. Je ne me suis pas trompé, dit-il. C'est bien lui, et il vient ici. 10 minutes plus tard, en effet, on entendit frapper à la porte. La vieille femme alla ouvrir. Quand elle revint, elle portait 6 perdreaux ensanglantés. Le chat courut à la rencontre de sa maîtresse, qui le chassa sans ménagement. Elle aurait été capable de voler un de ces volatiles encore saignants. Ahmed t'a apporté ceci, dit la vieille. Je lui ai dit de monter, mais elle s'est excusée. Elle a, paraît-il, des choses à faire. Des choses à faire. Elle préfère plutôt sa solitude que la compagnie des hommes et les casaniers. Eh bien, régale-nous donc avec ce beau gibier. J'en mange souvent à Paris, dit Radouane, mais c'est du gibier d'élevage. Celui-ci doit être fameux. Prépare-toi à te régaler. Le goût du gibier, et même celui de la viande normale, change suivant les régions. La viande d'ici a plus de goût qu'on en a celle qui est vendue en ville. C'est ce que mange la bête qui fait la différence. Après un copieux déjeuner qui l'enchanta, Radouane dit au vieux: j'ai réfléchi, je dois partir immédiatement pour Agadir. Je ne verrai donc pas ce jeune calligraphe. C'est dommage. Mais je n'ai rien à lui offrir. Qu'il suive donc sa route. Les personnes que je vais voir sont importantes. Je ne dois pas rater cette entrevue. Ils étaient assis devant 2 verres de thé fumant, le énième thé depuis le matin. Dommage, moi qui aurais voulu te coincer ici, pour que tu oublies un peu tes soucis d'investisseur, répondit le vieux. Mais soyons sérieux. Pour le petit calligraphe, c'est bon. Tu n'as rien à lui promettre. Il vaut mieux qu'il continue sa route déjà toute balisée. Mais pour ces investissements, je dois te mettre en garde contre les margoulins. Tu prêches un convaincu. Je connais tout ça, mais là, c'est du solide. Il s'agit en fait du rachat d'une ferme d'agrumes dans la plaine du Sousse et de la création d'unités de production de jus d'orange, pamplemousse, etc., destinées à l'exportation. C'est sérieux, j'en conviens. Seulement gaffe, il y a des voleurs partout. Il y en a même en France, chez les politiques et ailleurs. Ça ne m'a pas empêché d'y faire des affaires en or. Tu connais ton métier, mais le Maroc, c'est le Maroc. Tout le monde te le dira. Je serai sur mes gardes, dit Radouane. Là, je suis rassuré. Mais dis-moi, puisque tu en viens, dis-moi comment c'est l'Agadir d'aujourd'hui. Oh, une ville pour les touristes. Du béton, encore du béton. Et ça marche bien. Personnellement, je ne mettrai pas un sou là-dedans. Le tourisme est aléatoire, car trop dépendant de la conjoncture politique et des événements. C'est une machine qui tourne bien alors. Il me semble, dit Radouane, pour le moment du moins. Il se leva, prit les livres que lui avait donnés le vieux. Je vous dis au revoir. Le vieux se leva aussi
Elle était émue. Ah, Dieu fasse que tu reviennes l'année prochaine. Ça me fend le cœur de te savoir dans un autre pays, loin de nous autres. Elle conduisit Radouane jusqu'à la porte d'entrée. Quand elle fut remontée, elle s'affala comme s'il venait de soulever un poids gigantesque. « Tu es fatiguée ?» dit la vieille. « Non, je suis seulement émue. 30 ans d'éclipse, et le voilà déjà parti pour une autre longue absence. Mais tu es là, toi, et le chat aussi est là. Ah, mon beau requin, tu ne peux pas savoir le prix d'une amitié. Tu n'es qu'un chat, toi. Bon, est-ce que j'aurai encore le courage d'écrire? Peut-être, mais après la sieste seulement. » Se couchant sur le tapis qui recouvrit le sol, il s'endormit rapidement. « C'est un grand enfant, » dit la vieille au chat, qui la fixait sans comprendre. Après un été torride, ponctué d'orages aussi violentes que brefs, qui avaient emporté les cultures en terrasse et endommagé les vieilles maisons, l'automne fut calme et sans nuages. On s'attendait à voir tomber les premières pluies précédant les labours. Mais rien ne vint. Hormis un sempiternel vent brillant, l'année agraire s'annonçait assez mal, et les radios elles-mêmes redoutaient, compte tenu de l'avis unanime des experts, une sécheresse prolongée. Ceux qui s'étaient préparés au labour et qui vivaient de cela, les plus pauvres donc, avaient vite déchanté et remisé leurs charrues. Le prix des céréales augmenta si vite que beaucoup d'indigents recoururent aux aides du gouvernement. Même ceux qui n'étaient pas habitués à la farine américaine ou canadienne en reçurent. Cette manne contrecarra quelque temps l'action cynique des spéculateurs qui détenaient des stocks importants de céréales dans des dépôts occultes. L'État les poursuivait de sa vindicte. Des procès et des saisies eurent lieu, mais rien n'y fit. La spéculation s'était bien ancrée dans les mentalités que seuls les plus honnêtes marchands n'y succombaient pas. Les autres s'enrichissaient chaque jour au détriment du grand nombre. Au début de l'année suivante, on vit errer dans les campagnes et tout le long des routes des animaux solitaires, chassés par leurs maîtres qui ne pouvaient plus les nourrir. Il y avait surtout des ânes parmi ces bêtes. Les pauvres équidés allaient ainsi dans la nature à la recherche d'un brin d'herbe et d'eau. À la fin, épuisés, ils se couchaient et crevaient en silence. L'heure des pluies ne tentait même pas les charognards, qui, gavés, n'avaient que l'embarras du choix. Des moutons et des vaches crevaient également dans les fermes appauvries, sur ces mêmes terres qui les avaient si bien nourris. Le prix de la viande s'était brutalement effondré. Personne ne voulait plus entretenir des bêtes d'abattage. Le cheptel en avait pris un coup sérieux quand advint la fête du mouton, l'Aïd al-Kabir. On décida en haut lieu de ne pas procéder au sacrifice rituel, ce qui arrangea du monde. Mais les plus dogmatiques suivirent à la lettre les préceptes religieux et sacrifièrent leurs moutons en cachette et en pleine nuit. Comme le prix des denrées de première nécessité n'avait cessé d'augmenter, une sourde agitation se remarquait dans les bidonvilles et les quartiers populaires, ce qui n'empêcha pas les spéculateurs de continuer le travail de sape. Un jour, l'émeute éclata. Elle fut tout de suite attisée par des tribunions professionnels qui manipulèrent une jeunesse ductile et inculte, ignorant aussi bien la réalité que la politique. Ces événements se soldèrent par des dizaines de morts et des arrestations massives. Les jeunes qui en avaient réchappé retournèrent à leurs occupations ordinaires, drogue, vol,
vagabondage, alcoolisme et prostitution. Une politique de barrage fut instaurée aussitôt que les experts météorologues eurent prédit un long cycle de sécheresse. On commença à édifier des ouvrages imposants et des petits barrages collinières. Cette politique eut par la suite des résultats heureux. Certaines régions furent irriguées au moyen de canaux et d'autres, loin des barrages, durent se plier à la terrible loi de la sécheresse persistante. Le vieux suivait ces événements avec intérêt. Au village même, on n'avait pas lâché les animaux dans la nature. Les puits n'étaient pas à sec et il y avait à manger pour l'âne et la vache. Seuls les plus pauvres pâtissaient du manque de pluie, car ils devaient acheter leur orge au prix fort. Cependant, les légumes ne manquaient pas. L'eau des puits suffisait à irriguer les potagers. La gêne était pourtant partout présente. On savait que telle ou telle famille avait besoin d'aide, mais comme il ne réclamait rien, on ne lui donnait rien. Il souffrait donc en silence. Un jour, les radios annoncèrent l'arrivée imminente des sauterelles. Cela déclencha une sorte de fièvre qui se transforma vite en prière pour que les potagers et les arbres fruitiers fussent épargnés. Les criquets pèlerins ne vinrent pas. Un vent violent avait poussé leurs essaims vers l'océan, où ils se noyèrent. Ce que tu as prévu dans ton fameux poème est arrivé, dit la vieille. C'est vraiment la catastrophe, d'après la radio. C'était à prévoir. Le Sahara est notre voisin. Il faut bien qu'il essaye un jour de gagner nos terres. D'autre part, les gens ne respectent pas la nature. Ils abattent les arbres pour faire du feu ou autre chose. Et les arbres, comme chacun sait, sont les amis de l'eau. Cette calamité n'est donc pas si naturelle qu'on le prétend. Ses causes sont essentiellement humaines, affirma le vieux. Cela dit, il n'y a pas eu de labour. Pour nous deux, ce n'est pas un problème. Nous pouvons nous payer l'orge que nous voulons. Mais pour les autres, c'est un casse-tête. Eh, as-tu demandé à notre voisine, la sainte lettrée, s'il ne manquait de rien? Elle ne manque de rien. C'est une fourmi. Elle a des sacs d'orge en réserve. Si jamais elle avait besoin de quelque chose, elle me le dirait. Tu sais, elle aimerait bien avoir un de tes livres. Qui lui a dit que j'ai publié un livre? Moi. Bon, tu peux lui en porter un. Et l'autre livre de poésie, celui qui vient d'arriver, je n'en ai pas suffisamment. Plus tard. J'ai aussi 2 cassettes que tu écouteras toute seule quand je serai dehors. Ce sont mes livres chantés par un Rice. Je voudrais avoir ton avis là-dessus. Mais je ne sais pas faire marcher l'appareil. Apporte-le. Je vais te montrer comment faire. Il s'exécuta. Au bout d'une vingtaine de séances de démonstration, elle sut enfin faire fonctionner le magnétophone. On apprend vite quand on veut, dit-elle. Ils rirent. Ces poèmes sont anciens. Ce sont les premiers que j'ai écrits. Un travail de longue haleine. Le sucre de ta jeunesse, peut-être. Elle avait déjà en partie feuilleté son recueil. Mais ces poèmes, qui s'étendaient sur plusieurs années, n'éveillèrent en lui que de vagues souvenirs. À aucun moment, elle ne put lier tel ou tel morceau à un événement précis. Il y avait là des églogues, des élégies et des poèmes inspirés par des légendes oubliées. Une espèce de sentiment nostalgique lui pinçait le cœur chaque fois qu'il ouvrait le recueil. Il se promit de tout relire, en y mettant la distanciation nécessaire afin de juger de la valeur de l'œuvre. Et puis, ma foi, dit-il tout haut, il faut bien vieillir. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne peux pas comprendre.
Ça ne concerne que le vieux que je suis devenu et le jeune étalon que j'étais. Le temps est l'acteur principal de cette histoire. Le temps? L'acteur? Oui. Quand j'étais jeune, j'écrivais sur l'amour, la nature, la beauté, le courage. Maintenant aussi, mais c'est différent. Je pense aux choses sacrées, à la beauté aussi, et j'ai le sentiment que l'homme n'est pas totalement mauvais malgré les apparences. Avant, j'étais insouciant. J'avais envie de vivre. Aujourd'hui, cette humanité farfelue me donne du souci comme si j'en étais responsable. Je vis sans aucun optimisme. Oublie donc cette humanité et pense à toi, dit la vieille. Tu veux du thé? Je veux bien, merci. Le vieux voyait se découper dans le rectangle lumineux de la fenêtre ouverte la crête du massif montagneux, et il se souvint des nuages qui le couronnaient avant les changements climatiques. Tout change en effet, tout évolue, dans un sens ou dans l'autre, pensa-t-il. Moi aussi, du reste, il n'y a qu'à regarder autour de soi pour constater que rien n'est jamais statique. Tu vois, même le chat a changé. Elle a vieilli, lui aussi. Bientôt, il m'en faudra un autre, car je ne peux pas me passer de chat. Ces bêtes-là ne vivent pas assez longtemps. Dès qu'on commence à s'y attacher, elles crèvent. Mais cessons de divaguer. Après le thé, j'irai rendre visite à l'imam. Je lui porterai un de ses livres. Lui au moins sera content, car il est le véritable artisan de cette publication. Sans son aide, je n'aurais rien fait. Mon œuvre aurait sombré, comme tant d'autres, et pendant que j'y pense, je trouve Radouin fascinant. Il me comble d'objets modernes dont je ne sais quoi faire. Par exemple, ses stylos à feutre et à billes, et même l'autre, à plume en or. Je n'écrirai jamais avec ces engins. Moi, pour rien au monde, je n'abandonnerai mon porte-plume offert jadis par Rouben, mort sans postérité, un de ces hommes du clan qui représentent le dernier chaînon de la lignée. Mais il y en a d'autres qui se reproduisent assez pour que le clan dure encore 1000 ans. Rouben, il m'apportait toujours des cahiers, des crayons de couleur et des biscuits quand il revenait au village, où il passait quelques mois pour voir s'il pouvait engrosser son épouse. Il prenait son temps, mais il ignorait qu'il était stérile. Elle est morte sans le savoir. Un soir à sa fille, devant sa boutique, où il prenait le frais, après avoir dîné et fait sa prière, on l'a enterré là-bas. Sa maison se délabre à présent. Sa veuve est retournée chez elle. Elle s'est aussitôt remariée. Elle est mère de plusieurs enfants à l'heure qu'il est. Ah, cette femme! Quelle douceur et quelle gentillesse! N'étaient ces marques de variole sur le visage, elle aurait éclipsé les prétendues beautés dont on célèbre gaillardement les formes plantureuses. Mais elle a eu, enfant, cette maladie qui lui a laissé des trous dans la figure. Rouben s'en fichait, lui. Elle aimait cette femme admirable. Et il n'aimait qu'elle, ce qui est formidable, dans un pays où on aime toutes les femmes, pour la bagatelle. Il savait lui donner un sens à l'amour. D'autres, voyant s'il n'avait pas d'enfant, auraient répudié l'épouse inféconde. Lui, non. Un homme, oui, c'était un homme. La deuxième année de sécheresse fut encore plus terrible que la première. On vit dans les environs des villages entiers vidés de leurs habitants. Ils avaient rejoint leurs parents dans les villes du Nord, en abandonnant à cet enfer qui rampait inexorablement vers la vallée leurs terres et leurs maisons. En peu de temps, ces bâtisses commencèrent à craquer, puis ils ne furent plus
Que des ruines. Même les vagabonds de jadis avaient déserté la région. Le vieux, qui avait vu sa désolation, se demandait si son propre village allait connaître le même sort. Non, se dit-il, beaucoup de gens ont de l'argent. Ils peuvent donc tout acheter. Et tant que les puits seront pleins, les villages et tant que les puits seront pleins, le village vivra. Les autres n'ont pas eu de chance, voilà tout, et n'ont pas de puits où ils ne veulent pas en creuser. Il y a une nappe phréatique sous terre. Comme il ne pleut plus, ils ont bien été forcés d'émigrer. Oh, ils ne manqueront de rien dans le nord. Ils y ont une famille. Des commerces prospèrent. On s'entassera un peu plus les uns sur les autres, voilà tout. Et si cependant, ce sont les anciens allogènes qui retournent à leur palmerie, dans quelque oasis perdue plus au sud, ils ont bien raison. Faute d'orge, ils mangeront des dattes et boiront du lait de chamelle. De toute façon, ils n'ont jamais rompu les liens avec leurs racines. Chaque année, ils se rendaient là-bas pour ramasser la récolte, la vendre sur place et rapporter des excédents de dattes. Qu'on en neige dégusté de ces dattes mielleuses. Les palmiers ne produisent rien de bon, hélas, mais il est vrai que nous ne sommes pas au Sahara. Tiens, même le gibier a disparu. Pas d'eau, pas de gibier non plus. Le chacal, ce vieux fripon, s'est fait rare lui aussi. Et pourtant cette charogne se contente de peu. Tout disparaît petit à petit. Chaque jour, une nouvelle chose manque à l'appel. Seuls les parvenus reviendront toujours ici pour semer le trouble. Oh, ils ont des puits très profonds dans leurs propriétés. Et puis la vallée possède une nappe très importante, mais sans doute pas intarissable. En tout cas, elle peut alimenter longtemps encore ceux qui ont les moyens de forer assez profondément pour atteindre les veines de cette eau que des années de neige ont emmagasinée dans le ventre de la terre. Mais le parvenu a ce qu'il faut. Que diable! Les grands moyens sont à sa portée. Si l'eau venait à manquer pour de bon, ce serait le pauvre qui souffrirait. Le pauvre, tout le monde souffrirait, sauf le parvenu. Ou alors, il faudrait que l'État ne vienne en aide, en procédant par exemple à des fourrages coûteux, mais l'État est bien loin d'ici. Il ne nous entend pas, et nous voit encore moins. Non, l'eau ne manquera pas. Dieu ne permettra pas ça. Il y a eu par le passé des situations plus dures. Les anciens que j'ai connus ont parlé des années sans eau. Pas d'eau à boire, rien. Nous n'en sommes pas là. Tôt ou tard, un orage éclatera et le tour sera joué. À mon avis, ce n'est pas fini. Nous traversons seulement une désagréable période. Dieu soit loué, tout s'oublie, tout passe. J'ai connu moi-même des années terribles, des années sans légumes. Il n'y avait pas de potager. L'eau était très sévèrement rationnée. Gare à celui qui risquait. On s'entretuait pour ça. Aujourd'hui, on cultive encore ses oignons, ses carottes, ses fèves et ses navets. Au magasin, il y a tout ce qu'on veut. On peut tout acheter. Alors que ceux qui veulent déserter, désertent, qu'ils aillent en ville. Un jour, la ville les chassera. Ils reviendront chez eux, penauds, et ils recommenceront, reconstruire des maisons, creuser des puits plus profonds, etc. Le temps finira bien par les rééduquer. La ville, une future et toujours possible explosion sociale, une bombe à retardement, un volcan endormi qui peut se réveiller n'importe quand et tout mettre en pièces. Le Vésuve, l'Etna, le Pinatubo, la Soufrière,
Pour le villageois, il n'y a pas d'avenir en ville. Il faut qu'il sue son et eau pour s'y adapter. Seuls quelques malins y parviennent. Et puis, si l'on n'a rien que ces terres, pourquoi les abandonner? Même s'ils sont ingrates, il faut s'y accrocher. Si c'est pour aller grossir le rang des chômeurs, ah non, quelle déchéance! C'est l'abandon de toute dignité. Au Sahara, il existe des points d'eau, on creuse et on trouve de l'eau pour soi-même et pour ses bêtes. Les Touaregs en savent quelque chose. Et si on se contente de dire le puits est tari et il n'y a plus rien, allons-nous-en ailleurs. En ville, il y a du travail et la vie est facile. Comme on se trompe, ce puits creusé par les ancêtres peut fournir de l'eau, et si on le creuse encore plus profondément, dans le temps, la communauté pratiquait de tels travaux. Aujourd'hui, on répugne à faire des besognes aussi utiles. Le mirage de la ville est trop tentant, on y succombe vite. Heureux celui qui, comme l'Ecclésiaste, est revenu de tout. Il reste tranquille, il attend ce que Dieu lui a promis et il travaille pour vivre là où il se trouve, car la vie est partout, même dans le désert le plus aride. Fin.